Bonsoir et bienvenue dans Autrement Politique, votre émission dédiée à l'analyse des enjeux politiques du moment. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets majeurs, à savoir les stratégies des formations politiques de l'opposition d'une part, et d'autre part, comment ces coalitions réagissent face à l'absence de certains leaders politiques sur la liste électorale provisoire, ainsi qu'au refus du gouvernement d'engager un dialogue politique. Décryptage tout de suite avec nos invités. Autrement Politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Plus d'une semaine après la création de la Coalition pour l'alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire, où en sont les actions de cette coalition et surtout, comment coexister avec la future plateforme de l'ex-président Laurent Gbagbo qui verra le jour bientôt. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le ministre Éric Caillé, président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher ami. Et bienvenue. Merci de me recevoir. Ainsi que l'honorable Eugène Nguessan Kofi, député de la circonscription de Thiébissou et cadre du PDCI RDA, secrétaire exécutif en charge des relations des groupements politiques, du Parlement et des institutions de la République. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant d'aborder le premier thème qui nous réunit ici ce soir, très chers invités, j'aimerais vous demander de partager avec nous le sujet d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Monsieur le ministre. Écoutez, le sujet d'actualité ivoirien qui nous a marqué, c'est la capacité des partis politiques à transcender leurs divergences, leurs hésitations, leurs ambitions pour se mettre ensemble afin de réfléchir de façon consensuelle sur le devenir de ce pays et essayer d'engager des actions pour que le jeu démocratique soit transparent et qu'il soit exemplaire, à l'image donc des performances économiques de notre pays. Ensuite, je pense aussi avoir été frappé sur le plan international par la situation de crise entre l'Ukraine et la Russie, qui interpelle de façon notable les Africains. L'on a noté que les États-Unis avaient des rapports un peu difficiles avec l'Europe. Il faut noter que les États-Unis sont la création de l'Occident européen et que donc ceux qui vivaient aux États-Unis étaient les enfants, en quelque sorte, des Européens occidentaux qui regardaient donc l'Occident comme leurs grands-parents et avaient donc une charge émotive beaucoup plus importante en direction de ce pays. Il faut aussi dire que lorsque on créait l'ONU en 1945, les États-Unis pesaient pour à peu près 45% du PIB. Aujourd'hui, ils ne pèsent que pour 21%. Et le centre d'intérêt économique n'est plus en Europe, il est dans l'Indo-Pacifique. Ça veut dire que les rapports entre les pays se déterminent par rapport à leur poids économique. Et que l'Afrique, dans ces conditions, devrait peut-être regarder à la transformation de ses ressources minières pour peser plus sur le plan international et non pas attendre que la morale s'efface dans la politique internationale entre les États. Les États n'ont que des intérêts. La troisième observation que je peux faire et qui concerne aussi l'Afrique, c'est le cas aussi de la RDC, aujourd'hui très grand pays, qui se retrouve en difficulté avec le M23, dont les rapports de l'ONU disent qu'il est soutenu par le Rwanda. Ça veut dire que si vous avez une économie, cette économie, pour être protégée, doit être protégée par une armée républicaine et régalienne. Ce qui m'amène donc à dire que les leçons que peuvent tirer les pays africains de cette actualité nationale et internationale sont de privilégier avant toute chose l'intérêt national et donc de se fondre dans la République au lieu de regarder à ses propres égaux. Merci. Au niveau national, évidemment, c'est la situation du président Tidjane Thiam avec le journal officiel français qui a confirmé que désormais le président Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. C'est un fait majeur et je crois que tous les Ivoiriens attendaient cela parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour et ça a été une très grande joie pour nous, militants du PDCI. Au niveau africain, alors, c'est la situation entre la RD Congo et le Rwanda. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces deux pays africains
la RD Congo qui accuse le Rwanda de soutenir une rébellion sur son territoire. Mais le problème, c'est transporter hors d'Afrique. Il allait se régler au Qatar. Est-ce à dire que les Africains ne sont pas capables de régler leurs problèmes? C'est le fait qui m'a marqué. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Mais en même temps, cela interpelle. L'Asie est devenue le lieu de rencontre des grands problèmes du monde actuellement. Dernièrement, c'était en Arabie Saoudite, entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, c'est au Qatar, la RD Congo et le Rwanda. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui est en train de se mettre en place. Bien évidemment, il faudrait que nous, les Africains, nous puissions en tirer les conséquences et savoir régler nos problèmes. Et le troisième point, c'est entre Israël et le Hamas. Ça n'a fait que trop durer. Il y a eu une trêve, tout le monde espérait que la guerre allait prendre fin, et voilà que ça reprend de plus belle. Et c'est des situations qui mettent en mal tout le monde. Le PDCI est un parti de paix, et donc quand il y a la guerre dans une partie du monde, le PDCI le ressent au plus profond. Voilà un peu les trois faits que je pourrais dire qui nous ont marqués. Merci, honorable. Nous revenons au sujet central de nos échanges, à savoir les stratégies mises en place par les différentes formations politiques de l'opposition en vue de l'échéance électorale d'octobre 2025. Il y a 10 jours, plus de 10 jours, on voyait la création de la coalition pour l'alternance pacifique. Aujourd'hui, où en sont les actions de cette coalition et comment est-ce que cette coalition appréhende la future création de la plateforme dirigée par l'ex-président Laurent Gbagbo? Monsieur le ministre. Écoutez, c'est avec beaucoup d'espoir que nous voyons se mettre en place la plateforme qui est consécutive à l'appel lancé par le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui appelé l'appel de Benoît. Et vous savez que la CAP, c'est-à-dire que la coalition pour l'alternance pacifique, n'est pas une coalition non idéologique. Et à partir de ce moment, l'objectif principal étant de pouvoir définir les conditions d'élection transparentes et crédibles avec la participation de tous ceux qui le désirent et qui en ont le droit, nous ne pouvons que saluer, la formation de cette plateforme qui viendra donc en ajouter au combat de l'opposition. Ce que nous espérons ardemment, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions davantage mutualiser nos efforts sur ces questions. Et connaissant un peu l'esprit du président Laurent Gbagbo, je puis être assuré que le partenariat ne sera qu'un partenariat au service de la Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut s'en réjouir et dire donc que les deux plateformes seront appelées à travailler ensemble et pourquoi pas à former, à constituer une seule plateforme si cela est possible. Comment y parvenir justement, monsieur le ministre? Y parvenir, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Vous savez que les deux plateformes auraient pu voir le jour ensemble dans une seule même plateforme, mais il s'est trouvé que la plateforme qui est aujourd'hui devenue la CAP a commencé un peu avant l'appel de Benoît. Et je ne voudrais pas vraiment rentrer dans les détails ici. Lorsque l'appel de Benoît a été lancé, le président Laurent Gbagbo a essayé d'envoyer des émissaires en direction de tous les partis politiques qui, pour certains, avaient déjà des engagements et souhaitaient donc les poursuivre en attendant que le contenu exact de son appel soit consigné par écrit et que l'on sache ce qu'il fallait en faire. En tout cas, ça a été aussi le cas de l'AIRD qui a été contacté et qui a estimé que c'était un appel qu'elle saluait de toutes ses forces. Étant entendu que nous-mêmes, nous avions, dans le cadre d'une rencontre avec le président Laurent Gbagbo,
appelé à l'esprit d'Épinay. Vous savez, Épinay, c'était ce grand congrès de la gauche française initié par le président Mitterrand, lorsque la gauche s'est retrouvée un peu éparpillée en décrépitude et incapable donc d'exercer le pouvoir. Et c'est à la suite de ce grand congrès d'Épinay que la gauche est arrivée au pouvoir en 1981. C'est pour vous dire que tant que nous serons dispersés, tant que nous serons chacun de son côté, nous ne pourrons pas accéder au pouvoir pour faire prévaloir les valeurs qui sont les nôtres. Parce que l'accession au pouvoir, pour le pouvoir, ce n'est pas ce qui aujourd'hui prédomine au sein de l'opposition. C'est de mettre en place des valeurs. Et ces pays défigurés qui aujourd'hui se retrouvent ces pays qui se trouvent aujourd'hui dans une situation de passif important entre les différents acteurs politiques, aussi bien horizontalement que verticalement. C'est-à-dire que quand vous prenez ça horizontalement, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même génération, il y a des passifs importants à régler. Verticalement, les héritiers de chaque temps en découvrent peut-être après le qu'on appelle le passage du témoin. Et nous pensons que ce n'est pas de nature à rassurer le développement et l'avenir de ce pays-là. Donc, ce qui pourrait être fait pour que nous puissions privilégier plus les valeurs que les contentieux sera pour nous quelque chose d'essentiel et d'important. Merci, Monsieur le Ministre. Honorable Nguessan, Monsieur le Ministre a parlé de la création de la coalition pour l'alternance pacifique qui a eu lieu bien avant l'appel de Benoît. Est-ce qu'il y a eu des actions justement de la part des partis de cette coalition-là pour contacter le mouvement de l'ex-président Laurent Gbagbo afin d'intégrer cette coalition? Écoutez, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, c'est tout un programme et ça se retrouve dans les dénominations, une alternance pacifique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de passifs à régler. Il faut aller au dialogue. Le dialogue qui est l'élément essentiel pour le PDCI-RDA, pour régler tous ces problèmes aujourd'hui qui minent la vie politique en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas deux voies. La seule voie, c'est le dialogue, mais de manière pacifique. C'est ce que nous demandons. Le PDCI et les autres partis demandent aux partis au pouvoir. S'asseoir autour d'une table, comme nous sommes en train de le faire, et puis discuter de tous les problèmes. Il n'y a pas d'autre voie. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, la Côte d'Ivoire s'est promenée partout en Afrique. Accra 1, Accra 2, Accra 3, Pretoria 1, Pretoria 2, pour venir au dernier moment s'asseoir. Pourquoi ne pas commencer par là? Et le président Houphouët-Boigny nous l'a enseigné. Toutes les guerres finiront par se régler par le dialogue. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Et c'est ce que la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire demande. Et donc, ces partis qui se sont mis ensemble, pour l'instant, il y en a 25. Mais bien d'autres étaient encore dans la salle. Et donc, c'est une aspiration que tout Ivoirien voit en bien. Et c'est pourquoi nous devons coaliser nos forces pour amener le parti au pouvoir à s'asseoir, parce que les problèmes sont nombreux. Justement, monsieur, justement, en ce qui concerne la coalition des forces, est-ce que la coalition, justement, pour l'alternance pacifique a entrepris des démarches en vue de discuter avec le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse, justement, intégrer cette coalition-là? C'est ce que nous essayons de savoir. Ben, si vous suivez l'actualité, vous avez vu qu'il y a une délégation qui a rencontré le secrétaire exécutif du PPACI, en l'occurrence le ministre Danon Guégué, pour discuter de tous ces problèmes. Et donc, les discussions continuent. Il y aura, comme vous l'avez dit, le président Laurent Gbagbo mettra sûrement en place une plateforme, mais tout ça, ça fait partie des objectifs que nous visons tous. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a pas de contradiction. Oui, les problèmes sont nombreux. Et il n'y a que le dialogue, il n'y a que la discussion pour nous permettre d'aplanir tous ces problèmes. Je peux en énumérer quelques-uns rapidement. Allez-y. Vous avez
le problème qui nous retient tous aujourd'hui, c'est la révision de la liste électorale. L'article 6 du Code électoral dit que la révision est annuelle. Il faut la réviser. La CEI ne veut pas entendre raison. Et même plus grave, dit qu'il y aura révision en 2025, mais après les présidentielles. Mais nous avons quel temps après les présidentielles? Les présidentielles, c'est le 25 octobre. Si on va au deuxième tour, ça va se passer au mois de novembre. Le mandat des députés finit en décembre. Donc en décembre, logiquement, il doit y avoir les élections législatives. Vous avez quel temps? Nous avons suffisamment de temps pour le régler. En 2015, il y a eu la révision de la liste électorale en juin-juillet. En 2020, il y a eu la révision de la liste électorale en juin-juillet. Pourquoi on ne peut pas le faire cette année? Et plus est que je vais vous ramener au président de la CEI le 2 octobre, qui réunissait tous les partis politiques en vue de la révision de la liste électorale de 2024. Et il a dit ceci. Aujourd'hui, la CEI a une capacité financière, technique et humaine pour enrôler 19 millions de personnes en 2 semaines. Allez-y sur le site de la CEI, vous trouverez cette phrase du président de la CEI, le 2 octobre, je vous le dis. S'ils ont une capacité technique, financière et humaine, c'est-à-dire qu'ils ont les hommes, ils ont les machines, ils ont les ressources pour enrôler 19 millions de personnes en 2 semaines, mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Il y a aussi le découpage électoral qui pose problème, qui pose fondamentalement de gros problèmes. Il y a même purgé la liste électorale elle-même. Elle vient de sortir actuellement. Mais vous voyez, sur un des pétitionnaires, non, certificat de nationalité. Prénom, je crois, Touré ou Traoré. Mais un nom qui s'appelle certificat de nationalité. Il y a des gens qui sont nés en 1850. Mais il y a de véritables problèmes. Il n'y a que la discussion, le dialogue qui peut permettre de résoudre tous ces problèmes. D'accord. Merci, honorable. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la discussion, le dialogue pour régler ces différents problèmes, où en est la coalition pour l'alternance pacifique pour créer justement ces différents cadres de discussion, de dialogue, pour parvenir à régler ces problèmes? Mais disons que il faut que vous me permettez de prendre 5 minutes pour résumer un peu l'historique de la mise en place de la CAP. Les premières démarches ont commencé depuis 2023. Et puis, lorsque la CEI a commencé le démarrage en catégorie de l'actualisation de la cartographie, nous avons souhaité donc l'ouverture d'un dialogue politique pour régler les points de désaccord en vue d'une élection transparente. Et cela, c'était lors d'une déclaration du 28 mai 2024 déjà. Donc, dans un an, dans quelques mois, cela fera 1 an que nous avons fait la première déclaration, sans compter les phases préparatoires, en fait. Nous avons eu le 9 août 2024 un point de presse. Ensuite, nous avons eu à Bounoua, le samedi 21 septembre 2024, à l'issue d'une longue journée de travail et de réflexion. Nous avons produit encore aussi une déclaration et appelé le gouvernement au dialogue. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons rédigé un courrier au chef de l'État qui n'a pas eu de réponse. Ensuite, nous avons fait un deuxième courrier auquel le ministre de l'Intérieur a répondu qu'il ne voyait pas la nécessité de l'ouverture d'un autre dialogue politique, étant entendu que la 5e phase du dialogue politique avait réglé tous les problèmes qui étaient en suspens. Or, dans le même temps, l'EPU, c'est-à-dire l'examen périodique universel, qui est une instance d'évaluation des droits de l'homme dans un pays, avait déjà, un peu brocardé la Côte d'Ivoire, en l'invitant de façon, urgente à prendre un certain nombre de mesures. Et ces mesures-là portaient sur des conditions pour un dialogue pour les élections libres, ouvertes et transparentes en 2025. Ce n'est même pas nous qui le disions, c'est l'EPU, c'est-à-dire l'examen périodique universel. Revoir l'ordonnance du 21 juin 2024 sur la société civile afin de la rendre plus conforme
à la Constitution et aux lois ivoiriennes. Et je pense que toutes ces observations ont tellement gêné la Côte d'Ivoire qu'elle a préféré reporter sa réponse à l'EPU. C'est pour vous dire qu'en plus de ce que dit tout à l'heure l'honorable, les problèmes sont importants. Les problèmes sont vraiment sérieux et nécessitent que nous puissions nous asseoir. C'est pour cela que nous n'avons pas fait les choses dans la précipitation. Ça fait déjà plus d'1 an que nous travaillons sur cela. Et je voudrais vraiment rassurer tous nos camarades, tous nos militants et l'ensemble des Ivoiriens qui s'inquiètent de façon légitime de la situation en Côte d'Ivoire, que nous n'allons pas travailler chacun de son côté en vase clos. Sur les premières déclarations que nous avons faites, le PPACI était à la maison du PDCI. Donc, la passerelle de discussion reste toujours ouverte et c'est pour nous le moindre des problèmes à régler dans la mesure où nos objectifs sont tout à fait similaires. Ce qui est étonnant dans ce que nous vivons, c'est qu'en principe, la CEI est l'émanation des partis politiques. Elle devrait donc prendre en compte les préoccupations de ces partis politiques. Des partis politiques demandent à la CEI de respecter la loi simplement en allant donc à la révision de la liste électorale. Nous n'avons pas encore de position précise là-dessus. Et le plus incongru, c'est qu'au lieu que ce soit la CEI qui nous réponde, lorsque les partis politiques ont des préoccupations à exposer au niveau de la CEI, c'est d'autres partis politiques qui nous répondent. Je pense que nous devions tous concourir à faire en sorte que nous puissions être des partenaires de la démocratie. À ce niveau-là, il faut dire que nous allons utiliser, pour ce qui nous concerne, en tant que CAP et en tant que AIRD, en tant que parti d'opposition, les voies républicaines, les voies citoyennes. Aujourd'hui, ce dont ce pays a besoin, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir, pour ne citer que des personnalités qui ne sont plus de ce monde en fait, il y a d'autres personnalités qui vivent, mais je préfère citer ceux qui ne sont plus de ce monde. Avoir un leader, un chef en Côte d'Ivoire qui soit capable de se vêtir du manteau de Félix Houphouët-Boigny et de la cravate de Nelson Mandela pour pouvoir nous porter vers des horizons nouveaux, pour pouvoir nous porter vers des valeurs républicaines. Lorsque l'on parle des valeurs républicaines, on a l'impression que c'est du flou. Non. Je vais vous citer une anecdote. Nous étions à la résidence du chef de l'État pendant la crise. Un militant d'un parti d'opposition qui avait tenu des propos désobligeants vis-à-vis du président avait demandé au président Laurent Gbagbo une audience. Nous étions à un dîner. Tout le monde autour de la table s'était offusqué de ce que le président venait de recevoir. Et le président nous a dit, vous êtes à table ici dans l'aile de la résidence qui peut être considérée comme la partie privée, mais l'aile républicaine qui est le bureau du président de la République doit recevoir tous les Ivoiriens, quelle que soit leur coloration politique et quel que soit ce qu'ils peuvent penser. C'est ça la République. La capacité d'un chef à se départir de ses propres partisans, la capacité d'un chef à ne jamais être aux extrémités, mais à être le défenseur de l'unité nationale. C'est ce que nous attendons, nous, aujourd'hui, par rapport à notre demande de dialogue. Et nous ne pouvons pas demander de dialogue au président de la République et que ce soit un parti politique qui nous réponde. Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention. Vous avez parlé de dialogue politique qui fait partie de la seconde partie de notre émission, à savoir le refus du gouvernement de procéder au dialogue avec les partis d'opposition, ainsi que l'absence de certains leaders politiques sur la liste électorale provisoire. Nous aimerions donc savoir comment les partis d'opposition comptent procéder pour faire valoir leurs droits et leurs revendications. Honorable? Mais je crois qu'il n'y a pas plusieurs manières de s'y prendre. C'est de discuter. Alors, quand le gouvernement dit que la 5e phase du dialogue politique a réglé tous les problèmes en suspens, mais moi, je suis étonné. Mais comme le dit un proverbe africain, tant qu'on marche, on ne finit pas de balancer les bras. Mais est-ce à dire qu'après la fin du dialogue politique, la 5e phase, il n'y a pas eu d'autres problèmes? La preuve, on vient de publier la liste électorale le 17 mars et beaucoup de problèmes se posent à cette liste-là. Il faut se retrouver pour discuter. Tant qu'il y a la marche des nations, il faut toujours discuter.
Je vous avais fait une citation du président Félix Houphouët-Boigny. Il faut toujours le dialogue. Même quand vous enclenchez la guerre, ça se termine par le dialogue. Et justement, la coalition pour l'alternance pacifique est dans cette dynamique-là, dialoguer. Que le pouvoir en place, le gouvernement en place, accepte de dialoguer parce que aujourd'hui, il faut un climat apaisé avant d'aller aux élections. Voyez-vous, je m'étonne souvent de voir ces derniers temps, en cette période de carême musulman, jeunes chrétiens, qu'on fait des distributions de vivres aux guides religieux. Et remarquez bien, ça se termine toujours par prier pour le pays parce que nous sommes en année électorale. Mais si nous sommes en année électorale et que vous demandez de prier pour le pays, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Mais il faut régler ces problèmes-là pour ne pas fatiguer les guides religieux. C'est tellement simple. Et l'opposition pose des problèmes qui sont réels, comme le dirait quelqu'un, qui sont factuels. Mais le pouvoir feint de ne pas les voir. Mais où est-ce que nous allons? Nous sommes dans un pays, il y a un parti au pouvoir, il y a l'opposition, mais les deux concourent à la démocratie. Il faut discuter. Et l'indépendant de la démocratie, c'est le dialogue, c'est les discussions, c'est les compromis. C'est aller à l'essentiel dans le bien des Ivoiriens et du pays. Merci, honorable. Effectivement, cette volonté de dialoguer a été transmise dans une lettre qui a été envoyée au président. Malheureusement, le gouvernement refuse de dialoguer. Monsieur le ministre, que doit faire l'opposition face à ce refus? Vous savez, le président Félix Houphouët-Boigny avait l'habitude de dire valoriser, toujours valoriser et encore valoriser l'autre. Nous l'avons dit, nous n'avons pas créé cette plateforme pour venir avec le couteau entre les dents et en découvre avec le gouvernement. Notre objectif restera toujours un objectif de démarche républicaine et de démarche citoyenne. La mobilisation populaire étant aussi un instrument de démocratie, de façon à amener le gouvernement à savoir que, peut-être ne le voit-il pas, une grande partie de ses concitoyens, une grande partie de ses administrés est aujourd'hui, pour un dialogue politique et pour des mesures d'apaisement avant de conduire à ces élections. Lorsque je vous dis que l'EPU, c'est-à-dire l'examen périodique universel, demande en premier point de créer les conditions pour un dialogue pour des élections libres, ouvertes et transparentes en octobre 2025, en ajoutant que des élections transparentes s'entendent aussi et surtout d'un organe électoral réellement indépendant et impartial, ce sont des observateurs extérieurs qui, par rapport à la situation en Côte d'Ivoire, émettent un vœu. Nous allons continuer, nous, de demander ce dialogue-là. La non-inscription, par exemple, du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, elle apparaît comme étant une situation d'injustice flagrante. D'autant plus que on dit qu'il a été jugé par contumace. Alors que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé à la CPI et qui savait donc où il se trouvait. Il a été jugé aussi par une juridiction qui n'est pas celle qui juge des anciens chefs d'État. Mais je ne veux pas être celui qui va se contenter seulement de brocarder ou d'indexer notre justice. Non, nos magistrats travaillent dans les conditions d'un système social et politique qui crée des lois qu'ils sont chargés d'appliquer. À partir de ce moment-là, lorsqu'ils ont fini de faire leur travail, il appartient aux politiques de se saisir de ces problèmes-là et de faire en sorte que les problèmes créés par lui-même politique puissent être réglés. De telle sorte que moi, je pense que la solution aujourd'hui qui s'impose à nous, c'est une solution politique. Et la solution politique ne peut venir que par un dialogue. Lorsque on se dit qu'on est quand même les héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, on ne peut pas avoir peur du dialogue. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de nous asseoir et de continuer nos discussions pour les poursuivre. Mais, étant donné que le gouvernement en place a clairement manifesté le refus de dialoguer avec l'opposition, comment est-ce que vous comptez justement mener vos actions pour que vos revendications soient prises en compte justement dans le processus électoral? Mais peut-être qu'il ne perçoit pas encore la nécessité de ce dialogue. Il nous appartient donc de le convaincre sur la nécessité de ce dialogue-là et de l'amener donc à la table de discussion. Comment parvenir à convaincre ce gouvernement justement? Mais il faut le convaincre par des arguments, il faut le convaincre par la discussion, il faut le convaincre par d'autres courriers, il faut le convaincre par la mobilisation populaire, il faut le convaincre par tous les moyens républicains, à l'exception de ceux de la violence. Parce que nous n'irons pas sur le terrain de la violence pour exposer encore les Ivoiriens à des situations qu'ils ne souhaiteraient pas vivre. Ça, ce ne sera pas vraiment de notre fait, ces violences-là. Ce que nous allons faire, c'est que nous sommes donc des structures politiques
qui font de la démocratie leur instrument de bataille et que cette démocratie puisse nous permettre de nous exprimer et d'exprimer donc à ce gouvernement ce qu'il souhaite, ce que nous souhaitons. Vous aurez remarqué que dans ce débat-là, ce qui nous laisse d'espérer, c'est que le président de la République, qui est le garant des institutions, qui est le garant de l'indépendance de la justice, qui est le garant de l'unité nationale, ne s'est pas encore prononcé sur ces questions. Donc, nous pensons que toutes les portes ne se sont pas fermées et qu'à partir du moment où les extrémistes se seront exprimés aussi bien de notre côté peut-être ou de son côté dans la majorité présidentielle, c'est à lui de regarder avec toute la lucidité nécessaire pour qu'il voit où sont les intérêts de son pays qu'il aime tant. À partir du moment où je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un leader qui puisse porter les vêtements de Nelson Mandela et de Félix Houphouët-Boigny pour nous conduire, comme vous le savez, ces deux personnalités. Nelson Mandela, à sa sortie de prison, aurait pu donc choisir, disons, le camp de la vengeance. Il ne l'a pas fait. Le président Félix Houphouët-Boigny, devant les situations les plus difficiles en Côte d'Ivoire, a toujours prôné le dialogue. Et même en Afrique du Sud, lorsque l'apartheid était à son summum, il était l'un des rares dirigeants à demander qu'il y ait le dialogue entre les Blancs et les Noirs. Et vous avez vu ce que cela a donné. La combinaison de ce dialogue-là et la combinaison de la mobilisation populaire avec les grands concerts même en Angleterre et partout dans le monde qui ont amené donc à la dissolution de l'apartheid. Si l'apartheid a pu être vaincu, combien à plus forte raison les filles et les fils d'un même pays ne peuvent pas s'asseoir dans ce pays-là pour pouvoir discuter et amener donc le pays vers des horizons moins houleux. Merci, Monsieur le Ministre. Honorable, est-ce que vous pensez également qu'il est encore possible de convaincre le gouvernement de venir à la table de discussion? Oui, oui. Je suis convaincu que le gouvernement entendra raison. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays, et c'est la Côte d'Ivoire. Et le monde nous regarde. Prenez les cycles de chaque 5 ans ou chaque 10 ans. Il y a des violences. Je ne voudrais pas gêner le ministre Kaye Eric, ici présent, en parlant de Guy Trozon et de Petit Diokwe, où nous avons eu des souvenirs encore douloureux dans nos mémoires. Rappelez-vous les charniers de Yopougon, c'est mort. Rappelez-vous les 3000 morts après une élection. Et en 2020, les 83 morts. Et tout ça là parce que nous sommes en année électorale, tout ça là parce que les Ivoiriens ne s'entendent pas. Nous allons continuer dans cette voie. Je suis convaincu que le gouvernement entendra raison. À nous, partis de l'opposition, d'être toujours constants, efficaces dans nos argumentations, et le parti au pouvoir entendra raison. Ce qui est intéressant dans cette situation, dans cette parti d'opposition au gouvernement, c'est que nous tous, nous savons les risques que nous courons si le minimum n'est pas fait. Est-ce que nous allons toujours continuer à dégrader l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Est-ce que nous allons toujours continuer? Parce qu'on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors que les problèmes que l'opposition soulève, mais c'est des problèmes simples. C'est des problèmes simples. Allons au dialogue et puis on se comprendra. Mais tant que vous ne dialoguez pas, vous ne vous asseyez pas, vous ne pouvez pas vous comprendre. Et c'est ce que l'opposition demande. Nous allons insister et toujours insister. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, c'est même pas chez nous, le président Houphouët-Boigny a l'habitude de le dire, l'eau qui tombe goutte à goutte finit toujours par percer la roche la plus dure. Nous allons toujours insister. Il y a une coalition qui est mise en place, la coalition pour l'alternance pacifique, et je vous l'ai dit à l'entame, c'est tout un programme, ne serait-ce que dans la définition, c'est tout un programme. Nous n'allons pas aller sur le chemin de la violence, pas du tout. Nous estimons que la Côte d'Ivoire en a trop souffert, mais nous amènerons le gouvernement à entendre raison. Et le dernier garant, c'est le chef de l'État. Et nous savons pertinemment que le chef de l'État, le président de la République, prendra toutes les dispositions pour que ce dialogue-là ait lieu, pour que les Ivoiriens s'asseyent. Le président de la République, à mon humble avis, n'est pas prêt à associer son nom à une quelconque dégradation du climat
politique. Ça s'est passé déjà en 2020, ça s'est passé en 2010, et je suis convaincu que le président de la République n'est pas prêt à associer son nom à encore une dégradation du climat politique en 2025. Ça en serait trop. Et donc, nous allons continuer toujours avec les mêmes arguments à contraindre, à amener le gouvernement à accepter ce dialogue pour que nous essayions de nous asseoir et puis écarter tout ce qui peut être confligent pour que les élections présidentielles cette année soient un jeu, comme au sport. Et dès lors qu'on a fini, que le perdant appelle le gagnant pour lui dire félicitations et que le gagnant puisse tendre ses bras au perdant pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter à cette génération. La Côte d'Ivoire continuera toujours de vivre. Justement, à propos d'éléments confligents, il y a l'exclusion de certaines figures politiques sur la liste électorale provisoire. Quelles sont les potentielles conséquences d'un tel sujet? Bien, alors, moi, personnellement, sur la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ancien président de la République, de M. Soro Kigba-Faure Guillaume, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, et de M. Charles Blé Goudé, ancien ministre. Mais tout le problème est là. Comment est-ce qu'un ancien président de la République qui a dirigé ce pays pendant 10 ans peut voir son nom ne pas figurer sur la liste électorale? C'est une aberration. Et ce sont ces situations-là qui peuvent mettre le feu au pays. Vous voyez-vous, quand la liste est sortie, le lendemain, je ne sais pas si vous êtes allé sur la toile, mais c'était déplorable. Et moi, je pense que voilà autant de petits problèmes que le président de la République peut le régler. On a parlé parce qu'il a été condamné par contumace. Mais vous savez, la condamnation par contumace, c'est lorsqu'on ne retrouve pas le prévenu. On ne sait pas où il est. Et le tribunal doit juger. Alors, il est condamné par contumace. Mais de vous à moi, qui ne savait pas où le président Laurent Gbagbo était? Qui l'a envoyé à La Haye? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, avec un avion de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on sait pertinemment où le président Laurent Gbagbo se trouve. Mais plus grave, la juridiction qui a jugé le président Laurent Gbagbo. Mais c'est un ancien président de la République. Et les tests que la Côte d'Ivoire s'est donné librement sont clairs. Ce n'est pas un tribunal de droit commun qui doit juger un ancien président de la République. Mais dans le fondement, tout est faux. L'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, a retrouvé tous ses droits parce qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale, qui est une juridiction suprême, qui prévaut sur les juridictions nationales. Le cas du président Soro Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déjà rendu un arrêt qui a demandé à la Côte d'Ivoire d'inscrire le président Soro Guillaume sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire est signataire. Au moment de rendre cet arrêt, la Côte d'Ivoire était toujours signataire de la charte de cette Cour. Mais est-ce qu'on peut se faire harakiri? On peut adhérer à une convention internationale et ne pas respecter les décisions de cette convention internationale. Voilà toute la problématique. Et moi, le problème que ça me pose, quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur? Quelle est l'image que nous donnons de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Nous sommes un pays respecté dans l'Ouest africain. Alors, ce sont ces situations-là que l'opposition dit, gouvernement, opposition, retrouvons-nous pour discuter de tous ces petits problèmes pour que nous puissions aller de l'avant. Merci, honorable. Monsieur le ministre, votre avis sur la question? Écoutez, je pense que l'honorable a dit l'essentiel sur le plan juridique, sur le plan politique. Et je ne vais pas nous lasser encore de répétition. Je pense que la solution qui nous reste aujourd'hui, c'est de nous asseoir et de se parler en frères et en sœurs, en compatriotes d'un même pays, de façon à ce que nous puissions sortir de ce cycle de violence qui n'en finit pas. De ce cycle de violence qui n'en finit pas. Et aujourd'hui, les investissements semblent
hésitant pour la Côte d'Ivoire, parce que à chaque fois que nous sommes à 1 ou 2 ans des élections, tout le monde ralentit le pas pour dire, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Je souhaite qu'il ne se passe rien du tout, parce que nous aurions eu en amont la force et les capacités nécessaires de nous asseoir et de parler de l'avenir de notre pays. Comme je l'ai dit tantôt, il y a encore l'arbitrage du président de la République qui saura dégager les intérêts fondamentaux du pays afin que les agitations dans les extrémités ne puissent pas, disons, être prédominantes. Mais pour ce qui concerne la CAP, la coalition, non seulement elle reste ouverte à de nouvelles adhésions, non seulement elle va assurer de façon régulière, de façon assez huilée, la passerelle entre la plateforme en création du président Laurent Gbagbo, mais elle va aussi accueillir toutes les nouvelles adhésions qui souhaitent donc se joindre à ce combat-là. Et l'idéal, ce serait même de voir le RHDP nous rejoindre dans cette coalition pour demander des élections apaisées, transparentes et inclusives. Dans la mesure où ce n'est pas une coalition électoraliste. C'est pour ça que nous avons vraiment évité de mettre en avant les problèmes des candidatures des individus par rapport à l'objectif de définir un climat politique assaini avant d'aller à ces élections. Et vous verrez dans toutes nos revendications, ce que nous demandons, c'est de faire en sorte que les conditions d'une élection inclusive, d'une élection transparente, avec un organe électoral indépendant, puissent être assurées. Nous parlons constamment de la CEI, mais la CEI doit s'efforcer de prouver son indépendance. Si elle a pu organiser en 2015, en 2020, une révision des listes électorales au 2e semestre de l'année, elle peut le faire cette année au 1er semestre de l'année. Pourquoi est-ce qu'elle ne voudrait pas le faire? C'est vraiment ce que nous demandons, c'est des choses élémentaires. Et le fait que, en demandant des choses à la CEI, des acteurs politiques répondent à la place de la CEI est suspect. Et c'est cette suspicion-là qu'il faut lever. Merci, monsieur le ministre. Merci, honorable. Non, je voulais juste ajouter à Allez-y. ce que le ministre a dit. Quand on parle de la CAP, la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, vous voyez les organes que la CAP a mis en place. Il y a un présidium dirigé par le président Tidiane Thiam, il y a un porte-parole et il y a un secrétariat technique. C'est une coalition non idéologique. Cette coalition regarde l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce que tous les Ivoiriens souhaitent avoir pour que ce pays soit en paix. Et donc, c'est quelques mots-là que je voulais ajouter pour que le pouvoir en place comprenne. Et pour revenir un peu là-dessus, moi, je crois qu'il y a une grande porte ouverte qui reste. C'est l'intervention du président de la République, qui est le garant de toutes les institutions, qui est le garant de la stabilité, qui est le garant de tout ce qui se passe dans le pays. C'est lui, je vous l'avais dit tantôt. En 2015, il y a eu des problèmes. En 2020, il y a eu des problèmes. Ça se fait toujours par des morts. Est-ce qu'en 2025, il y aura encore des problèmes? Le groupe parlementaire du PDCI-RDA a fait une déclaration. De quoi s'agit-il? Alors, je dirais qu'au niveau du PDCI, depuis la publication de la liste électorale, c'est 3 déclarations. Ce n'est pas seulement le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale a fait une déclaration, d'abord pour se féliciter que le nom de l'inscription de notre président, le président Tidiane Thiam, sur la liste électorale, mais en même temps pour déplorer que des acteurs majeurs de la vie politique soient exclus du jeu démocratique. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Diom Kigbafouri et le ministre Charles Blé Goudé. Et ce sont des situations qui peuvent envenimer le climat politique. Mais après, le groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, il y a eu aussi le secrétaire exécutif en chef, le docteur Emou Sylvestre, qui a fait aussi une déclaration pour décrire ces genres de situations qui peuvent amener, comme je l'ai dit tantôt, le climat politique à s'embraser alors que c'est inutile.
Et le porte-parole principal du PDCI-RDA, le docteur Brédoumou Simaïla, a aussi fait une déclaration pour décrire ces gens. Et c'est pour vous dire, et là ça rejoint votre question au départ, la plateforme que le président Laurent Gbagbo est en train de mettre en place, et la CAP, c'est pour vous dire que les problèmes d'intérêt national qui concernent la vie de la nation, ces problèmes-là sont préoccupants pour le PDCI-RDA. Et voilà pourquoi le PDCI-RDA a produit ces 3 déclarations en moins d'une semaine, pour dire que la situation est telle qu'il faut aller à l'apaisement. C'est l'appel, en fait, du PDCI-RDA. Très chers invités, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux téléspectateurs qui nous suivent? Monsieur le ministre. Notre dernier message, ça sera d'inviter les Ivoiriens à garder les yeux rivés sur les principes démocratiques, à garder les yeux rivés sur l'unité de la nation face, disons, au péril qui la guette aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui qu'en RDC, les problèmes sont difficiles à régler, c'est parce que ce pays n'a pas connu, disons, un brassage national certain, parce que le M23 est une émanation quand même de certains Congolais. Mais il faut surtout se rappeler que le M23 et son leader aujourd'hui sont issus d'élections mal organisées. Dans la mesure où le responsable du M23 dit que c'est lui qui aurait fait le président de la République actuelle. Et que sans lui, il ne serait pas président. Donc ça veut dire que une institution chargée d'organiser des élections, lorsqu'elle n'est pas impartiale, lorsqu'elle n'est pas crédible, lorsqu'elle n'est pas à même de jouer son rôle républicain, elle peut conduire à des situations dramatiques pour un pays. D'où la nécessité pour nous d'aller au dialogue avant qu'il ne soit tard. Et nous espérons qu'il ne sera jamais tard dans un pays de dialogue comme la Côte d'Ivoire et que les expériences passées ailleurs, comme nous le disons par exemple par rapport à la RDC qui se sont passées dans d'autres pays, devraient nous inspirer et nous amener donc à nous asseoir pour pouvoir parler entre frères, entre sœurs, entre Ivoiriens. Pour moi et pour nous, à la CAP, rien n'est encore tard pour que nous puissions régler tous les problèmes qui se présentent à nous. Que nous ne soyons pas là pour apprendre à nous faire peur, mais surtout pour nous apprendre à nous rassurer les uns les autres de notre capacité à surmonter nos difficultés et à faire en sorte que nous puissions aller de l'avant dans la paix par le dialogue. Merci, monsieur le ministre. Honorable. Oui, alors, moi, je voudrais vous remercier et puis surtout vous féliciter, surtout pour le titre de l'émission, Autrement politique. Voyez-vous, quand le président Tidjane Thiam est arrivé sur la scène politique ivoirienne, il a dit faire la politique autrement, sans invective, sans injure, sans violence. Et vous avez vu, le 15 février dernier, il y a eu un grand rassemblement de la société civile à Yopougon. Et le thème, c'était « Une autre Côte d'Ivoire est possible ». Oui, une autre Côte d'Ivoire est possible. Et je voudrais faire un rêve. Je voudrais faire un rêve parce que la Côte d'Ivoire est un carrefour. Je me rappelle un peu ce que l'ancien maire d'Adjamé disait. Le PDC a avalé trop de couleuvres. Je voulais faire un rêve pour dire que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays et quand on était dans des difficultés, il a fait venir le président actuel, le président Alassane Ouattara. Le président Henri Konan Bédié, au moment où la Côte d'Ivoire était un carrefour très difficile, a dit PDCI, nous n'avons pas de candidat, le candidat c'est le candidat du RADP. Oui, je voulais faire un rêve. Que le RADP renvoie la balle au PDCI en disant au RADP, on n'a pas de candidat, le candidat c'est le candidat du PDCI. La Côte d'Ivoire sera en paix. Et comme déjà nous sommes avec la coalition pour l'alternance pacifique, nous saurons trouver des solutions pour apaiser cette Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci très chers invités. 2 sujets essentiels ont été au cœur de notre émission ce soir. L'affichage de la liste électorale et la réaction des partis d'opposition face à l'attitude du gouvernement joueront un rôle déterminant dans l'élection à venir. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles analyses.